Dans mes précédents mini-cours, j'ai beaucoup évoqué la question de la société rurale, ses transformations, son rapport au religieux et à son environnement, les liens entre les individus du seigneur aux paysans en passant par le clerc. Le monde des campagnes constitue la majeure partie de l'Occident médiéval. Pour autant, les villes ne sont pas inexistantes. Le mouvement urbain, qui s'amorce principalement au XIIe siècle, fait apparaître de nouveaux modes de vie et stimule l'économie marchande. Ne perdons pas plus de temps et découvrons tout ça ensemble. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Comme dans les campagnes, la population urbaine augmente fortement à partir du XIe siècle. Les anciennes cités romaines s'agrandissent et des villes nouvelles apparaissent autour des châteaux et des abbayes. Elles restent cependant peu nombreuses et dépassent rarement 20 000 habitants. Ces villes s'organisent à peu près de la même manière. Elles sont entourées par une enceinte au-delà de laquelle s'étendent les faubourgs, des quartiers qui se sont développés en dehors de l'enceinte de la ville. À l'intérieur des remparts, les rues sont étroites, la place du marché est bordée des plus beaux bâtiments, le toit des églises, remplacé par des cathédrales au style gothique à partir du milieu du XIIe siècle, surplombe l'ensemble. Au XIe siècle, après une période de troubles, on recommence à commercer. L'augmentation de la production agricole et artisanale permet d'obtenir davantage de produits à vendre. Les transports s'améliorent sur terre comme sur mer avec des innovations comme le ferrage et les colliers d'épaule pour les chevaux ou encore le gouvernail d'étambot et la boussole pour les marins. Les routes sont également plus sûres. Tout cela favorise les échanges et les grands marchands qui font du commerce lointain s'échangent leurs produits dans des foires. Ce sont des grands marchés à date fixe. En France, ce sont les foires de Champagne qui attirent particulièrement du monde à cette époque. Habitants des villes et des campagnes échangent leurs produits sur les places du marché des villes. Ces habitants des villes sont d'ailleurs comme ceux des campagnes, soumis à l'autorité d'un seigneur. À partir de la fin du XIe siècle, des chartes de franchise sont parfois obtenues, accordant aux habitants des libertés. On peut aussi trouver des chartes de communes, des documents écrits qui donnent aux habitants de la ville le droit de se gouverner dans la limite fixée par la charte. Et c'est ainsi que naît le conseil communal qui siège à l'hôtel de ville, fait des règlements, lève des impôts et entretient la ville. Ce sont souvent les grandes familles marchandes qui finissent par dominer ce conseil. D'ailleurs, ceci aboutit à la fin du XIIIe siècle par de nombreuses révoltes du peuple qui ne supportent plus la domination de ces puissants. Mais d'ailleurs, qui sont les habitants des villes et comment vivent-ils? La question pourrait être vite répondue, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin. D'abord, nous trouvons les grands marchands qui sont, avec les nobles, au sommet de la société urbaine. Ils vivent du grand commerce, mais leur fortune provient aussi de l'argent qu'ils prêtent à intérêt ou des terres qu'ils achètent. Ils habitent dans de belles demeures en pierre au centre de la ville, des hôtels particuliers, et dirigent, comme nous l'avons vu, le conseil communal. Nous trouvons aussi des artisans qui travaillent dans des ateliers ou boutiques ouverts sur la rue. Dans chaque atelier, un maître emploie quelques ouvriers salariés que l'on appelle les compagnons. Il a aussi des apprentis qu'il prend sous son aile. Les métiers sont très spécialisés, tanneurs, forgerons, couteliers, menuisiers, tisserands et tant d'autres encore. Les artisans d'un même métier font partie d'une corporation, une association chargée de fixer les règlements du métier, les conditions de travail et la façon de fabriquer les produits. Ils font aussi partie d'une association religieuse, la confrérie, qui fête le saint protecteur du métier, organise des banquets ou aide les membres du métier dans le besoin. L'entraide, comme dans les villages, est très importante en ville. La ville comprend aussi des paysans, des domestiques, mais aussi de nombreux pauvres qui exercent des petits métiers comme porteurs d'eau ou vivent de la mendicité. Enfin, les clercs composent une part importante du peuple des villes, d'abord par l'enseignement qu'ils donnent dans les écoles municipales ou épiscopales qui dépendent de l'évêque. Les marchands y envoient leurs enfants pour qu'ils reçoivent les bases nécessaires au commerce, la lecture, l'écriture et le calcul entre autres. À partir du XIIIe siècle, les premières universités apparaissent, directement placées sous l'autorité du pape. D'autres religieux se regroupent en ordre pour prêcher la parole de Dieu et ouvrir des couvents dans les villes.
Vivant de la mendicité, les franciscains et les dominicains constituent les ordres mendiants. Ainsi, à l'image des campagnes, le second Moyen-Âge voit le développement des villes par le commerce. Peu nombreuses mais riches d'une société urbaine dynamique et productive, les villes connaissent une effervescence renouvelée depuis la période romaine. Celles-ci ne cesseront d'ailleurs jamais de croître, de grandir pour devenir les métropoles d'aujourd'hui et prendre de plus en plus d'espace sur le monde rural, le monde des campagnes. Il y aurait encore tant et tant de choses à dire sur les villes au Moyen-Âge, mais ce n'est pas le but de mes mini-cours, vous le savez très bien. Mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description. J'y mets toujours des ouvrages, des sites internet, des vidéos qui vous permettent d'aller plus loin. Notamment une petite vidéo que j'ai réalisée sur les enfants dans les villes. Je vous laisse aller voir ça. Dans tous les cas, je vous invite comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, à partager autour de vous. Et s'il vous plaît, continuez à vous abonner pour qu'on aille toujours plus loin ensemble. La semaine prochaine, nous ferons un plongeon dans le temps. Activez la petite cloche et rejoignez les réseaux sociaux si vous ne voulez pas manquer ça. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.